son vieux système de chauffage par une pompe à chaleur pour faire des économies d'énergie. On peut se retrouver seul perdu sur une île déserte, mais sans le sable fin, vous voyez? Bien sûr, c'est pourquoi NG Home Service vous accompagne tout au long de votre projet d'installation de pompe à chaleur. Appelez le 3102, j'agis avec NG Home Service. Préoccupé par les cybermenaces? Reprenez le contrôle de vos données en ligne. Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser. Profitez des meilleurs prix. Le Boxmaster de KFC, c'est l'équilibre parfait entre un filet de poulet croustillant et une tortilla moelleuse. Le yin, le yang. Et une petite galette de pommes de terre au milieu. KFC. Ce qui est rassurant quand on gagne autant, c'est qu'il nous accompagne. On peut gagner sans perdre la tête, gagner en restant sage, perdre sans se prendre la tête, gagner quand t'auras l'âge. On peut gagner à l'occasion, sans obsession, gagner pour le plaisir, gagner y a pire. FDJ, c'est aussi accompagner les joueurs pour que jouer reste un plaisir. FDJ, et voir la France gagner. Le plaisir de conduire. C'est d'abord une philosophie, incarnée par un style. Thermique, hybride ou électrique, les SUV Mazda vous offrent élégance et caractère. DS4, quand la technologie rêve de voyage. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? NG vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.ng.fr. J'agis avec NG. Generali, nous sommes là pour vous. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais. Et alors c'est comment? Super rassurant et facile à utiliser. On l'active tout le temps, même la nuit. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. C'est sûr, c'est Vérissure. Frais d'installation offerts. On a répété à Camille de ne pas manger devant un écran. À Victor, de manger tant que c'est chaud. Et à Noémie, de ne surtout pas manger avec ses doigts. Et voilà. À Maël, on lui a dit 100 fois que pour prendre de la masse, il faut manger de la poudre, bien sûr. Et à Sana, qu'il ne faut pas mettre ses coudes sur la table. Sana. Chloé a lu partout que c'est l'année des burgers 100% légumes. Et Thomas, que le barbecue, c'est pour faire cuire de la viande. Et si la liberté, c'était d'être flexitarien? Être flexitarien, c'est simplement manger varié avec une viande de qualité, plus responsable et plus durable. Et pour ça, vous pouvez compter sur toute une filière. Aimez la viande, mangez-en mieux. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Pourquoi une telle incertitude? L'accession au deuxième tour de l'élection présidentielle aujourd'hui n'est assurée pour personne, sauf peut-être pour Emmanuel Macron. L'analyse avec nos invités juste après les essentiels. LCI à 15h23.
Conflans, Sainte-Honorine se souvient, la France se souvient, marche depuis son collège, cérémonie dans sa ville, rencontre à l'Élysée. Les hommages à Samuel Paty continuent aujourd'hui. Le professeur d'histoire assassiné, vous le savez, il y a tout juste un an. Jean Castex, le Premier ministre, a salué un serviteur de la République victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine. Une alliance Le Pen-Zemmour est-elle possible? Marine Le Pen semble tendre la main aux polémistes qui, pour le moment, évitent de lui répondre. En attendant, leur campagne parallèle se poursuivent. Elle part pour 6 milliards de kilomètres de voyage. La sonde Lucie a quitté la Terre pour l'orbite de Jupiter. Son périple va durer 12 ans. Objectif, comprendre la formation de notre système solaire. Que retient-il de sa rencontre hier avec Éric Zemmour? Gilbert Collard est l'invité d'Elisabeth Martichoux, en toute franchise, à suivre sur LCI à partir de 19h. À 6 mois d'un scrutin présidentiel, jamais un deuxième tour n'avait été aussi incertain. Notre dernier sondage le prouve encore une fois. Sondage IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro réalisé auprès d'un très large échantillon. Frédéric Dabi, donc pour l'analyse de ce sondage pour LCI. Ce qui me frappe, c'est une incertitude jamais vue à 5 mois et 25 jours d'une élection faite présidentielle sur la deuxième place. Puisque dans l'hypothèse Xavier Bertrand, 17, 16, 15, c'est absolument du jamais vu. Du jamais vu. Ce sondage nous enseigne plusieurs choses. On va analyser les paramètres les uns après les autres avec Marion Pariset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du think tank Le Millénaire et Frédéric Delpech qui est avec nous cet après-midi. D'abord, peut-être un mot sur Emmanuel Macron. Les enquêtes se suivent et se ressemblent pour le chef de l'État qui est systématiquement qualifié pour le deuxième tour. Là, sur notre enquête, crédité de 25 à 27% des voix en fonction des rivaux, des intentions de vote, pardon. Est-ce que c'est une constance ? C'est pas acquis pour autant. C'est pas acquis pour autant, mais c'est vrai que on est encore à plusieurs mois de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a perdu une partie de ses sympathisants qui ont pu être déçus par les actions menées au cours de la mandature, mais il se stabilise à un socle qui est son socle dur parce qu'aujourd'hui, pour le moment, il est encore le seul candidat quasiment officiel, même si on n'est pas, il est encore pas impossible qu'il se retire. Il est encore le seul candidat à vraiment incarner le centre de manière significative. Et aujourd'hui, il remplit un vide. Il remplit un vide que peut-être qu'il pourrait se voir contester si jamais ces mesures et notamment les conséquences économiques de la crise du Covid se font sentir début 2022, pourraient venir un peu entamer avec un candidat de la droite. À gauche, rien n'est très certain, mais c'est vrai qu'à partir de... pour le moment, c'est encore très, très difficile pour les candidats. On est à 6 mois, effectivement. À 6 mois de l'élection présidentielle, on ne peut pas... Même si ce socle semble assez solide pour le président de la République, rien n'est joué d'avance. Oui, alors vous dites qu'il remplit un vide, je dirais plutôt qu'il a su créer un vide autour de lui, plutôt, et qu'il a fédéré en quelque sorte un centre droit-gauche qui n'existait pas jusqu'à présent en France. Et donc, on a le même scénario qu'en 2017 qui semble se reproduire avec ce socle, effectivement, pour Emmanuel Macron, qui est même d'ailleurs un peu supérieur à celui de 2017. Donc, ça veut dire que non seulement il résiste très bien, mais qu'il consolide en plus ses positions. Et donc là, le chef de l'État paraît en position centrale dans cette élection présidentielle. C'est lui qui sera effectivement au centre du jeu de par sa quasi-qualification pour l'instant assurée pour le deuxième tour. Et donc, il arrive en position de force pour l'élection présidentielle. Alors, les choses peuvent effectivement bouger assez rapidement. On a vu ce qui s'est passé pour Marine Le Pen, qui elle aussi était qualifiée d'office pour le deuxième tour, qui s'est effritée en quelques semaines à peine. Donc, tout est possible dans une élection, mais on peut dire quand même que pour Emmanuel Macron, ça s'annonce plutôt bien pour l'instant. Alors ensuite, il y a une incertitude inédite pour l'accession au deuxième tour. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Bertrand se tiennent en 3 points. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire sur le vote d'aujourd'hui? Il y a quand même une victoire des idées de la droite. On est dans un contexte qui est extrêmement dur et qui fait ressortir en effet les problématiques qui ont été de longue date portées par la droite, que ce soit sur le plan économique, sur les questions d'identité culturelle, les menaces et la place de la France dans le monde. On a aujourd'hui toutes ces variables-là qui rentrent plus tôt et qui tendent vers un vote de droite. Et ce n'est pas uniquement un phénomène français. On voit que globalement, les sociétés occidentales
tendent vers cette direction actuellement. Alors aujourd'hui particulièrement, là sur cet équilibre-là, on est aussi sur une différence de répartition avec des publics, des électorats qui sont quand même très distincts. Et on va sans doute en discuter plus profondément, mais la question de Éric Zemmour et Marine Le Pen ne parle pas aux mêmes personnes. Éric Zemmour a plutôt un public au départ plutôt CSP+, plutôt éduqué, urbain. Marine Le Pen, le socle qui lui résiste encore et qui résiste à Éric Zemmour, c'est bien un socle très populaire au contraire. Et là, ça va se poser la question de savoir effectivement est-ce que Éric Zemmour plafonne, est-ce qu'il arrive à dépasser On va revenir dans un deuxième temps, effectivement, sur cette incertitude. Juste, est-ce que ça veut dire aussi que Xavier Bertrand, de toute façon, est mieux placé à droite? Est-ce que ça se confirme d'enquête en enquête? Ça se confirme et ça semble même se creuser, si on en croit en tout cas cette dernière enquête. On le rappelle, sur un très large échantillon, plus de 4000 personnes interrogées. 4500 personnes, effectivement. Donc 15 pour Xavier Bertrand et 10, quand même 5 points derrière pour Valérie Pécresse et 8 pour Michel Barnier, ce qui est quand même assez bas pour celui qu'on dit étant peut-être le préféré des militants LR aujourd'hui. Donc oui, il y a une sorte de phénomène vote utile qui risque de jouer à plein pour Xavier Bertrand lors du Congrès. Les militants, certes, ils ont peut-être des candidats de cœur, mais ils ont aussi envie de gagner en 2022. Et donc, c'est très favorable pour Xavier Bertrand, en tout cas, en vue du Congrès. Si ça se poursuit comme ça, en vue du Congrès, bien sûr. Ça peut être déterminant. Le 4 décembre, on a vu que Marine Le Pen conserve sa deuxième position, mais elle est de plus en plus talonnée par Éric Zemmour. On y revient dans un instant. D'abord, il est 15h30, quasiment, sur LCI. Le rappel des titres. C'était il y a un an, le 16 octobre 2020. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, était assassiné. Après les minutes de silence, après les débats, les plaques et les discours, place cet après-midi à une marche. Une plateforme pour rassembler tous les numéros d'urgence. Emmanuel Macron annonce une expérimentation à partir de la saison prochaine, de l'année prochaine, un numéro unique, le 112. Objectif, dit le chef de l'État, améliorer la prise en charge des victimes. Situation tendue en Martinique, affrontement entre personnel soignant opposé au pass sanitaire et les forces de l'ordre. 15 policiers et gendarmes ont été blessés par des jets de projectiles. L'une donc est en campagne, l'autre toujours en tournée. Marine Le Pen dans le Vaucluse, Éric Zemmour dans l'Hérault, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc alors que l'étau semble se resserrer, la candidate du Rassemblement national a désormais un sérieux concurrent sur sa route. Le doute s'installe en coulisses parce que face Casmera, ce n'est pas tout à fait la même chose. Écoutez Marine Le Pen. Il n'y a pas de tractation à faire et je n'ai besoin d'aucun intermédiaire si je veux contacter Éric Zemmour, dont j'ai le numéro de téléphone. Vous voyez, donc j'ai pas besoin de passer par des intermédiaires. La question est la suivante. Il se présente comme un candidat national. Je suis la mieux placée comme candidate nationale. Je lui dis... il faut que tu mettes ton énergie à soutenir la candidature qui est la mieux placée pour gagner. Or, il s'avère que c'est la mienne. Donc, je sais qu'encore une fois, je l'ai dit, il n'est pas capable d'entendre ça pour l'instant, mais je suis convaincu qu'à un moment donné, il l'entendra et que donc, il viendra rejoindre ma candidature. Voilà. Marine Le Pen qui est obligée maintenant d'en parler, obligée de tendre la main à Éric Zemmour. Et Éric Zemmour a réussi un beau coup puisqu'il n'est toujours pas candidat officiellement. Donc elle se retrouve obligée à tendre la main à une personnalité qui n'est à ce stade pas candidat. Ça c'est comment on peut le qualifier? C'est une tentative de rattrapage, de raccrochage aux branches, je pense, de Marine Le Pen qui là est dans une position très inconfortable avec Éric Zemmour qui est quand même explosé en très peu de temps. Cela ne veut pas dire qu'il va rester haut. Non, mais on peut regarder les dynamiques. Mais voilà, la dynamique est importante. Après, les dynamiques peuvent très vite basculer, surtout quand on est dans une situation aussi incertaine que maintenant. Ouais. Mais aujourd'hui, elle a perdu en légitimité depuis 2017. Elle est sérieusement fragilisée en son sein, dans son propre parti. Et c'est, je pense, une tentative qui, moi, me paraît un peu désespérée d'essayer de tendre la main à Éric Zemmour parce que les deux personnalités sont aussi fortes l'une que l'autre et je doute que l'un ou l'autre soit à ce stade prêt à se ranger derrière. Sachant que, dans tous les cas, qu'aurait-il effectivement à y gagner ? La question se pose puisque on sait très bien qu'en politique les alliances sont rarement des additions pures de sondages, en tout cas d'intention de vote, et
Là encore, on pourrait avoir Éric Zemmour, candidat anti-système, qui, se rangeant avec Marine Le Pen, se décrédibiliserait sur ce plan-là. Et on pourrait, au contraire, avoir Marine Le Pen qui apparaît comme finalement pas si solide, pas si forte et perdant l'incarnation que son parti cherche à avoir depuis des décennies maintenant. Alors on va avoir une réaction du Rassemblement national à ce que vous dites, puisque Laurent Jacobelli est en direct avec nous. Bonjour, porte-parole du RN. Alors je ne sais pas si vous avez entendu ce qui a été dit en plateau. Cette main tendue finalement de Marine Le Pen ce matin à Éric Zemmour, c'est quoi? C'est une tentative désespérée, comme vient de le dire Marion Pariset? Non, absolument pas. C'est une permanence dans la stratégie et dans l'objectif. Marine Le Pen a toujours dit qu'elle voulait faire demain, quand elle serait présidente de la République, un gouvernement d'union nationale, et elle a toujours dit qu'elle n'avait aucun ennemi dans le camp patriote. Elle a même dit de Montebourg à Zemmour. Donc elle est dans la droite logique de ce qu'elle a toujours annoncé. Elle fait une campagne de rassemblement, parce qu'il faut rassembler toutes les forces qui veulent remplacer Emmanuel Macron à la tête du pouvoir, parce qu'on ne va pas continuer comme ça. L'immigration débridée, la casse sociale, les déficits, la dette. Il est temps d'initier une nouvelle politique destinée à protéger les Français, et donc cela se fera avec l'union. Marine Le Pen, elle est dans ce qu'elle a toujours prôné. Donc j'entends vos analyses qui sont liées à des sondages, qui sont liées à de nouvelles candidatures. Tout ça, c'est de la nouveauté. En revanche, du côté de Marine Le Pen, il y a une permanence. Frédéric Delpech a une question pour vous. Oui, Laurent Jacobelli, alors on comprend que vous souhaitiez que Marine Le Pen soit cette candidate du Rassemblement, mais en politique, il y a des logiques imparables et douloureuses. Ce sont les dynamiques de campagne. Et là, on a le sentiment que Éric Zemmour bénéficie d'une dynamique de campagne et que Marine Le Pen est sur une pente descendante. Alors, est-ce que, jusqu'où ça peut aller à votre avis? Est-ce que, à partir d'un moment, ça sera peut-être Éric Zemmour qui sera devant Marine Le Pen et là, les choses s'inverseront? Quel est pour vous le curseur? Qu'est-ce que vous attendez de ces prochains jours de campagne? D'abord, vous savez, Marine Le Pen, elle a l'objectif de faire une campagne de terrain. Elle est tous les jours à la rencontre des Français, elle confronte son programme avec la réalité de nos compatriotes, et puis elle a donné le sens de sa campagne, du message qu'elle voulait faire passer, c'était rendre leur pays et leur argent aux Français. Ce qui veut dire lutter contre l'immigration d'un côté et défendre notre civilisation et notre nationalité, et de l'autre, faire en sorte que les Français vivent mieux. Autour de ce programme, beaucoup peuvent se rassembler. Vous me parlez des sondages, mais excusez-moi, sauf erreur de ma part, Alain Juppé n'a jamais été président de la République, Coluche n'a jamais été président de la République, François Bayrou n'a jamais été président de la République. Non, alors effectivement, mais est-ce que ça traduit pas? C'est une dynamique. On voit la dynamique d'Éric Zemmour. C'est ça qu'on est en train d'utiliser, d'analyser. Écoutez ce que disait justement Frédéric Dabi sur cette dynamique d'Éric Zemmour. Ce qui me frappe, c'est qu'Éric Zemmour devient un candidat attrape-tout. C'est-à-dire que son socle électoral s'homogénéise sur toutes les catégories. Il progresse de 6 points chez les cadres, mais de 6 points chez les ouvriers également. Surtout, il a 2 sources électorales quand Marine Le Pen et Xavier Bertrand en ont qu'une. Il prend 24% de l'électorat François Fillon 2017 et 28% de l'électorat Marine Le Pen. Alors pourquoi il arrive à parler à tout le monde et pas vous? D'abord, c'est ce que vous dites. Les mêmes sondages, et je vous ai dit la réserve que je pouvais avoir d'une manière générale avec les sondages à 6 mois de l'élection, mais donne Marine Le Pen au second tour, quasiment à égalité, marge d'erreur près, avec Emmanuel Macron. 2 tiers des Français donnent raison à Marine Le Pen sur l'ensemble des thématiques. L'immigration, le social... Alors pourquoi la dynamique, elle n'est pas de son côté alors? Mais madame, parce que vous juxtaposez votre analyse à l'analyse de sondages qui, excusez-moi de vous le dire, aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose. Je vous le répète, reprenez vos livres d'histoire, regardez ce qui s'est passé lors des élections présidentielles précédentes. On a toujours eu l'arrivée d'un 3e homme qui partait de rien, qui arrivait à 18 et qui redescendait à 5. Je ne sais pas si ce qui arrivera à Éric Zemmour, mais aujourd'hui Marine Le Pen et ses équipes, nous ne sommes pas là pour commenter des sondages, surtout virtuels. Nous sommes là pour faire des propositions concrètes aux Français. Et pour l'instant, nous sommes les seuls à faire des propositions très claires, comme la priorité nationale, et qui augurent du programme que nous mettrons en place une fois élus. Alors on a vu Marine Le Pen tendre finalement la main à Éric Zemmour. On a vu aussi Éric Zemmour rencontrer Gilbert Collard hier et qui rencontre en ce moment le couple Ménard à Béziers. Écoutez juste ce qui s'en est dit de ces rencontres. On écoute donc Gilbert Collard et Emmanuel Ménard qui était sur notre antenne tout à l'heure.
On les écoute et vous allez pouvoir réagir À un juste moment après. donné, j'espère bien qu'ils vont se donner la main et travailler ensemble. Parce qu'ils ne pourront pas être élus tous les deux président de la République. Pour qu'on se rapproche, il faut avoir été éloigné. Comme on n'a jamais été éloigné, on n'a pas besoin de se rapprocher. Très bonne réponse. Mais c'est un rendez-vous d'amitié, encore une fois, je le dis et je le répète. C'est un rendez-vous d'amitié, disait Gilbert Collard, mais à quoi elles servent ces rencontres? Ah bah écoutez, posez la question à Gilbert Collard, moi je ne sais pas. Mais en tout cas... Elle vous gêne, elle vous embête? Mais pas du tout, mais Gilbert Collard et Éric Zemmour ont bien le droit de se rencontrer. Enfin, Marine Le Pen l'a dit, nous n'avons pas d'ennemis dans le camp patriote. Donc ces rencontres, elles n'ont rien ni de gênant, ni de révolutionnaire, je crois. Marine Le Pen, vous l'avez dit, veut réunir. Donc il y a vraiment, je crois, vous essayez de trouver des problèmes, là il n'y en a pas. Votre sondage montrait, si tant est qu'il faut le croire, que 33% des Français se reconnaissaient dans le camp national. Mais c'est une première historique. On est bien au-dessus d'Emmanuel Macron. Donc, il va y avoir une campagne, on va analyser les projets. Cette campagne, elle n'a pas encore réellement commencé. Éric Zemmour n'est pour l'instant pas candidat. Et puis, ce seront les Français qui verront les projets et qui mettront en tête, à n'en pas douter, Marine Le Pen. Parce que, effectivement, quand on leur demande quelle est la candidate ou quel est le candidat le plus à même de régler l'immigration, en numéro 1, c'est Marine Le Pen. Quelle est la candidate du pouvoir d'achat? En numéro 1, c'est Marine Le Pen. Donc, vous verrez bien. Pour l'instant, c'est le temps de la pré-campagne, c'est le tour de chauffe. Certains sont probablement plus, comment dirais-je, sur le terrain que d'autres. Certains sont dans la proposition comme Marine Le Pen, d'autres dans le constat, des constats que nous faisions depuis très longtemps. Aujourd'hui, l'objectif, il est clair, battre Emmanuel Macron et sa politique désastreuse pour la France et les Français. Une dernière question avec une réponse très courte, c'est simplement oui ou non. Est-ce que vous considérez que, par exemple, en janvier-février, si un des deux candidats, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, est en tête, alors dans les sondages, dans plusieurs sondages, on va dire, est-ce qu'il faut que l'autre se retire? C'est de la politique fiction. Écoutez, si Marine Le Pen est en tête, nous verrons bien ce que fera Éric Zemmour. Elle a répondu, en tout cas, qu'elle voulait que toutes nos forces soient alliées. On verra bien la forme que ça prendra. Marine Le Pen l'a dit, elle pense qu'elle sera présidente de la République. Elle y croit, et je peux vous assurer que nous y croyons tous. Pour le reste, pour l'instant, c'est de la politique fiction. Nous sommes qu'au mois d'octobre. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, d'avoir répondu à nos questions. Le Club Info continue, restez avec nous. Jamais un président de la République n'avait commémoré ce qu'on a appelé pudiquement les événements d'octobre 1961. C'était il y a tout juste 60 ans. Des dizaines et des dizaines d'Algériens venus manifester pacifiquement étaient tués. Emmanuel Macron va déposer une gerbe cet après-midi en banlieue parisienne. Et puis les hommages à Samuel Paty qui continue. Une marche est organisée à Conflans-Sainte-Honorine, là où il enseignait. Vous savez, Samuel Paty, assassiné il y a tout juste un an. Une plaque a été dévoilée, vous le voyez, en son honneur au sein du ministère de l'Éducation nationale. À tout de suite. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. À l'affiche cette semaine, les dernières tendances de l'art contemporain à ne pas manquer à la FIAC. Focus sur l'œuvre de Viviane Mayer, une photographe libre, et deux artistes de génie pour un dialogue inédit. La FIAC fait son grand retour dans la capitale, dans deux nouveaux écrins, le Grand Palais éphémère conçu par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et la Galerie Eiffel sur le Champ de Mars. Plus de 160 exposants issus de 25 pays seront représentés pour une programmation variée et enrichie par un volet numérique. Sans oublier le parcours hors les murs, des Tuileries au Petit Palais, en passant cette année par le musée de la Croix, avec une exposition de Jean Clarac sur le thème de la jeunesse. Elle photographiait les invisibles, les ouvriers, les laissés pour compte, l'envers du rêve américain avec passion. Le musée du Luxembourg expose pour la première fois au public les multiples facettes de l'œuvre de Viviane Mayer. Cette sélection de ses autoportraits en noir et blanc à ses films permet d'appréhender la richesse et la complexité de l'expression visuelle de cet autodidacte au confluent de la photographie humaniste française et de la photographie de rue américaine. Ce regard singulier, mais aussi ses compositions qui l'ont hissé au niveau des plus grands photographes du XXe siècle.
Rencontre au sommet entre deux artistes hors normes. Picasso et Rodin se retrouvent pour la première fois dans une exposition commune déclinée sur 2 musées. Si le peintre andalou et le sculpteur parisien ne se sont jamais rencontrés, ils partagent le rapport expérimental à la création. Et leurs œuvres ouvrent la voie de la modernité, un regard croisé qui propose plus de 500 pièces exceptionnelles, des œuvres iconiques mais aussi des découvertes. C'est parfait. Cool. Salut. Allô, ma petite chérie, comment ça s'est passé? T'es répètes bien ou pas? Ouais, j'étais un peu fatiguée, mais ça va. C'est peut-être parce que tu dors pas beaucoup en ce moment, non? Ah ouais, t'insinues quoi, là? Ok, bah raccroche. Non, c'est toi qui raccroche. Non, vas-y, allez. Non, toi. Allez, s'il te plaît, raccroche maintenant. Si tu conduis, je raccroche. Le Boxmaster de KFC, c'est l'équilibre parfait entre un filet de poulet croustillant et une tortilla moelleuse. Le yin, le yang. Et une petite galette de pommes de terre au milieu. KFC. Sur laposte.fr, j'affranchis mon colis et je demande le passage de mon facteur. Il le récupère directement dans ma boîte aux lettres. Envoyer mes colis sans me déplacer, c'est simple, c'est sur laposte.fr. Dès qu'elle est entrée chez Spoticar, j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble. Et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé, c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi. Chez Spoticar, près de 50 000 voitures d'occasion sont révisées et garanties, disponibles en ligne et dans 1200 concessions. Spoticar, nos voitures n'attendent plus que vous. Un abri. Un toit. Un chez-soi. On ne construit pas simplement sa maison. C'est avec elle que l'on se construit. Le roi Merlin et vos projets vont plus loin. Une croisière qu'Atlante, au cœur d'un archipel, au goût de paradis. Caché dans l'océan Indien. Sensuel et envoûtant. Aux Seychelles, découvrez l'Éden sur catlante.com ou au 01 55 20 90 90. Vous, pour qui manger équilibré est important. Savez-vous que chez Leclerc, les saucisses lentilles William Sorin Nutri-Score A sont moins chères que chez Intermarché, par exemple. Et si vous choisissez les marques premier prix, les saucisses lentilles Nutri-Score A sont moins chères que chez Auchan, par exemple. Et pour vous qui préférez les marques distributeurs, les saucisses lentilles Nutri-Score A sont moins chères que chez Lidl, par exemple. Et oui, quel que soit votre budget, manger équilibré est en moyenne moins cher chez Leclerc. Leclerc. L'élégance ne doit rien au hasard. Le nombre d'or est le secret des proportions parfaites. DS9, pouvoir de l'élégance. Le plaisir de conduire. C'est d'abord une philosophie, incarnée par un style. Thermique, hybride ou électrique, les SUV Mazda vous offrent élégance et caractère. Les cybermenaces vous inquiètent? Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser et améliorez votre sécurité numérique. Profitez des meilleurs prix. Bouygues Télécom s'engage avec les associations en créant Bbox Asso et une plateforme de bénévolat accessible à tous. On n'en fera jamais autant que les associations, mais on sera toujours à leur côté. Bouygues Télécom crée l'offre Bbox Asso et une plateforme de bénévolat. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Excusez-moi, vous faites vos courses chez Lidl? Oui. La baguette, par exemple? Oui. Le beurre, le camembert? Oui, aussi. Les raisins? Oui. Et même les pommes? Ah mais non, pas les pommes. Les pommes, c'est moi qui leur vends. Dès que la production en France le permet, nos fruits et légumes sont français.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Monsieur Grand-Sage, on voudrait savoir combien vaut notre appartement. 218 000 €. Il sait tout. Oui, comme les plus sages, estimez gratuitement votre bien sur Meilleurs Agents, numéro 1 de l'estimation immobilière en ligne. Quel est le moyen le plus simple de s'offrir une vie de château? Prendre d'assaut un château, dans les règles de l'art? Pas très efficace? Réservez plutôt un plan sympa sur Hotels.com. Vous aurez même droit à des récompenses suite à votre séjour. Hotels.com, trop facile. Signa présente les nouvelles générations d'aides auditives. Des produits à la pointe de la technologie, innovants, invisibles, connectés, rechargeables sans fil et adaptés à vos besoins. Depuis 140 ans, nous développons la technologie du futur pour votre audition. Et nous en sommes fiers, car nous améliorons la qualité de vie des personnes qui nous entourent. Voilà ce qui fait notre différence. L'audition, c'est Signa. Testez gratuitement votre audition sur signa.net. Dispositif médical. Tu vas voir, vous allez adorer notre nouvelle maison. Ah ouais? Vous avez même fait installer une alarme Vérissure? Ouais, c'était vraiment trop facile de rentrer dans la maison. Par les fenêtres, le jardin. Mais bon, maintenant, on est tranquille. On devrait vraiment prendre une alarme, nous aussi. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. C'est sûr, c'est Vérissure. Frais d'installation offerts. Comme elle est pas dit. Préparez-vous, les figurines mignons débarquent dans le Happy Meal. Et en ce moment, découvrez nos fruits à croquer issus de l'agriculture éco-responsable. Remplacer son vieux système de chauffage par une pompe à chaleur pour faire des économies d'énergie. On peut se retrouver seul perdu sur une île déserte. Mais sans le sable fin, vous voyez? Bien sûr, c'est pourquoi NG Home Service vous accompagne tout au long de votre projet d'installation de pompe à chaleur. Appelez le 3102, j'agis avec NG Home Service. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. 15h50 sur LCI, c'est le suite du Club Info avec à suivre la commémoration d'une journée oubliée de notre histoire. Juste après, les essentiels LCI. Conflans, Sainte-Honorine se souvient, la France se souvient, marche depuis son collège, cérémonie dans sa ville, rencontre à l'Élysée, les hommages à Samuel Paty continuent. Le professeur d'histoire assassiné il y a tout juste un an, Jean Castex a salué ce matin un serviteur de la République victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine. Manifestation tendue devant le CHU de Fort-de-France. Des personnels soignants opposés au pass sanitaire continuent de se faire entendre. Cette fois, le ton est monté avec les forces de l'ordre. Échauffourées et plusieurs blessés du côté des gendarmes et des policiers. Des arrêtés ministériels reviennent sur l'interdiction du Conseil d'État. Résultat, les chasseurs étaient de retour sur le terrain ce matin. Il s'agit de la chasse traditionnelle d'oiseaux. Colère des associations qui annoncent d'ores et déjà d'autres recours en justice. Il y a un nouveau millionnaire en France, 220 millions d'euros gagnés, la plus grosse cagnotte jamais enregistrée en Europe. L'heureux gagnant de l'euro-million donc a validé son ticket dans l'Hexagone. Que retenir de la rencontre entre Robert Ménard et Éric Zemmour cet après-midi? Bien justement, le maire de Béziers est l'invité de Darius Rochebin ce soir sur LCI à partir de 20h30. Il est le premier président de la République à commémorer le 17 octobre 1961. Ce jour-là, des milliers d'Algériens manifestent contre le couvre-feu qui leur est imposé. La police tout de suite réprime la mobilisation à Paris, arrêtant des milliers de personnes, frappant, tirant en masse et jetant des corps dans la Seine. Bilan officiel, 3 morts. En réalité, bien plus, entre 200 et 300 selon les historiens. Et donc, Emmanuel Macron va déposer une gerbe sur le pont de Bezons dans un instant, l'un des lieux de départ de la manifestation à l'époque. Marie Chantrey, vous êtes d'ores et déjà sur place. Bonjour. À quoi va ressembler cette cérémonie ? Dans un lieu, vous en parliez, extrêmement symbolique, ici sur les bords de Seine et en arrière-fond, vous le voyez, ce pont de Bezons, là où des dizaines de manifestants, partant notamment du plus grand bidonville de Nanterre, ces Algériens venus manifester dans la capitale, lieu symbolique donc, et vous en parliez aussi, Emmanuel Macron est le premier président de la République à commémorer
en personne cette date funeste, en présence notamment de familles des victimes. François Hollande, on s'en souvient un peu, mais en 2012 avait accompli un premier pas à l'occasion d'un communiqué en reconnaissant une sanglante répression. Là, le chef de l'État devrait aller plus loin, c'est ce que nous disaient hier des conseillers. Pas de discours, un dépôt de gerbe et une minute de silence et un texte qui nous sera normalement communiqué dans les toutes prochaines minutes. Ni excuse, ni pardon, mais la reconnaissance d'un crime commis cette nuit-là sous l'autorité de la préfecture de police de Paris. Un pas de plus, clairement, dans ce travail mémoriel sur la guerre d'Algérie qui s'inscrit dans les recommandations du rapport Stora, on le sait, après le pardon aux harkis, c'était le 20 septembre dernier. Cette reconnaissance aujourd'hui, et puis il y aura une date aussi cruciale, ce sera le 18 mars 2022 pour les 60 ans des accords d'Évian, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Des considérations électorales qui seront sans doute bien présentes et ce travail de mémoire vanté tout au long du quinquennat du chef de l'État Emmanuel Macron. Merci beaucoup Marie, avec Marion Laradec pour les images. On vient d'en parler, Frédéric Delpech. Le premier pas, il avait été fait par François Hollande, alors président de la République depuis quelques mois seulement. En 2012, il reconnaît pour la première fois une sanglante répression. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron prend des risques sur un sujet qui reste extrêmement sensible en France ? Il prend des risques qu'il a lui-même souhaité prendre, puisque c'est Emmanuel Macron qui avait lui-même, à l'issue du travail de Benjamin Stora, l'historien, annoncé en quelque sorte ces trois événements dont vient de parler Marie Chantret, avec ce pardon harki, avec cette reconnaissance. Alors ça va prendre la forme, dit l'Élysée, d'un texte qui reconnaîtra une vérité incontestable du massacre de ces Algériens en octobre 1961. Donc, et puis évidemment les accords d'Évian qui seront commémorés au mois de mars. Donc tout ça, c'est Emmanuel Macron qui a souhaité faire un travail mémoriel sur la guerre d'Algérie et la colonisation, ce que ses prédécesseurs, ce terrain sur lequel ses prédécesseurs ne s'étaient pas vraiment aventurés, parce que extrêmement sensible, parce que beaucoup de protagonistes sont toujours vivants. Le donc président de la République, regardez, pardon, qui arrive à l'instant. À l'instant, donc, sur le pont de Bezons, c'est dans les Hauts-de-Seine, donc on n'est pas loin de Nanterre, là où il y avait des bidonvilles, où vivaient à l'époque ces Algériens, donc des Algériens qui étaient 20 000 ce jour-là à vouloir manifester contre le couvre-feu qui leur avait été imposé, un couvre-feu discriminatoire, puisqu'ils étaient les seuls concernés à l'époque. On était à la fin de la guerre d'Algérie. On va pouvoir continuer à en parler tout en regardant ces images en direct du président de la République, puisque Jean-Pierre Guénaud est en direct avec nous, historien, auteur de Paroles d'Algérie. Merci, Monsieur Guénaud, de répondre à nos questions cet après-midi. En quoi est-ce que c'est important de reconnaître officiellement ce drame, selon vous ? Parce qu'on sort du déni. Alors, il n'est pas question de repentance. Il y a des zones de notre histoire qui ne sont pas purgées. Entre autres, la conquête de l'Algérie, bien avant tout cela. 1830-1850. On parle beaucoup de décolonisation en France, rarement de la colonisation. La conquête de l'Algérie, menée sous l'égide du maréchal Bugeaud, puis de celui qui est devenu le maréchal de Saint-Arnaud, c'est Oradour-sur-Glane tous les 15 jours, entre 1830 et 1850. Donc vous voyez que ça, c'est ignoré du grand public. Tout comme cette journée qui a longtemps été minimisée, puisque nous étions sous l'égide du triste prophète Pacon, de triste mémoire, et qu'il a organisé ce jour-là une rafle qui est une des plus importantes de l'histoire de France. On a raflé 11 500 manifestants. Pour vous donner une ordre, 11 500 Algériens, avant même qu'ils ne manifestent, pour vous donner une idée, en juillet 42, on avait raflé 13 000 Juifs. Donc vous vous rendez compte de l'importance de la rafle qui a précédé cette tuerie, puisque vous le disiez vous-même. C'est un massacre. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que cette date et ce massacre, donc, sont restés très peu connus du grand public ? Parce qu'on comprend bien que le pouvoir à l'époque a tout fait pour que ça ne se sache pas. Mais les années qui suivent, dans les années qui suivent. Mais parce que c'est une gangrène, la guerre d'Algérie, c'est une guerre civile, c'est une guerre entre frères, et c'est quelque chose de terrible. Et tant qu'il y aura des survivants, et même un peu après, ça ne s'apaisera pas. Vous savez, dans l'armée française, c'est toujours pas une guerre. Même quand vous parlez, j'ai beaucoup d'amis militaires, jeunes, plus jeunes, et qui n'ont pas vécu cette période, on ne parle toujours pas de guerre. On parle d'opération. On parle d'opération de pacification. C'est quelque chose d'assez terrible. Et donc, il faut sortir du déni. C'est ça le problème. En général, ce sont des historiens d'outre-frontières, des historiens étrangers,
qui mettent le doigt là où ça fait mal dans notre mémoire. Mais il y a des zones entières de notre mémoire qui ne sont pas purgées. Et donc, il est très très bien à un moment donné de le faire, parce que c'est un peu comme chez le psychanalyste, sur le divan. Une fois que c'est fait, eh bien voilà, les choses sont réglées. On peut tourner la page et passer à autre chose. On attend les mots précis d'Emmanuel Macron. Il ne va pas prendre la parole cet après-midi, mais il y a un communiqué de l'Élysée qui va être publié. Donc l'Élysée qui d'ores et déjà fait savoir que les mots seront importants. Il y aura une vérité incontestable qui sera mise en avant. Qu'est-ce que vous en attendez en tant qu'historien ? Eh bien, que ce soit un rappel des faits et une reconnaissance. On a reconnu beaucoup de choses. Pendant très longtemps, on a édulcoré le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain est un fasciste proactif. Ce n'est pas seulement l'homme de la collaboration. Pendant longtemps, on a édulcoré le personnage en rappelant ce qu'il avait été pendant la Grande Guerre, en oubliant que même pendant la Grande Guerre, à certains égards, c'est quelqu'un qui n'a jamais été très, très net. Voilà, donc on attend des faits. Et on attend de pouvoir trouver une certaine sérénité pour que les gens qui ont vécu cette tragédie puissent eux aussi, je pense à leurs proches, retrouver un peu de calme. Et puis on attend des nuances. Il faut rappeler qu'on était dans une période très troublée. Dans les 3 années qui ont précédé, le FLN qui s'était durci avait tué 47 policiers à Paris et il en avait blessé très gravement plus de 137. Par ailleurs, le FLN à l'époque faisait peser une menace sur les ressortissants algériens. Le jour dont nous parlons, on avait fait savoir aux ressortissants algériens, on n'avait pas les réseaux d'aujourd'hui, mais on avait d'autres moyens de faire des pressions, y compris dans les bidonvilles, que ceux qui ne se rendraient pas à la manifestation pouvaient être tués ou pouvaient subir des représailles. Donc les choses étaient très dures. Les ressortissants algériens qui étaient en France à l'époque et à Paris étaient pris entre le marteau et l'enclume. Entre le marteau du FLN et puis l'enclume du gouvernement qui était très dur. Debré était très dur. Et il y avait un léger désaccord entre Debré et De Gaulle. Debré était pour la répression et pour l'Algérie française. Il avait dégagé un ministre de l'Intérieur qui était Michelet, et il en avait mis un beaucoup moins modéré qui était Frey. Et de la même façon, on avait Papon pour préfet de police, ce qui n'était pas vraiment la meilleure des choses, puisque Papon avait quasiment donné une autorisation de tuer, avec cette fameuse phrase qui est restée célèbre, « Pour un coup reçu, vous en donnerez 10 ». On est très loin du préfet Grimaud en 68. On est là avec un préfet pyromane. Alors qu'on voit là, Emmanuel Macron qui il y a un instant a salué Benjamin Stora, historien lui aussi, qui a remis un rapport sur la guerre d'Algérie en janvier dernier. C'est Benjamin Stora qui avait préconisé de commémorer ce 17 octobre 1961. Et donc Emmanuel Macron est sur le pont de Bezons pour participer à cette cérémonie. On le rappelle, c'est une première pour un président de la République française, une commémoration de ce drame-là avec le dépôt de gerbes et le président de la République qui ensuite va observer une minute de silence. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'historien, qu'il s'agit là d'un crime d'État ? Oui, bien sûr, c'est un crime d'État, assurément. Et le crime se vautre dans le crime, dans la mesure où toutes les consignes, vous savez que Papon a fait nettoyer les archives des services de la Seine, qui avait récupéré tout un tas de cadavres dans la Seine. On tenait des comptes, mais les archives ont été détruites sur ordre de Papon. Donc c'est quelque chose de terrible. Donc là, évidemment, oui, on peut parler de crime d'État, surtout pour le déni qui a suivi. Plus encore que pour cet acte lui-même qui a fait au minimum plus d'une centaine de morts noyés dans la Seine. On verra quel mot utilisera tout à l'heure le président de la République dans son communiqué qui, pour le moment, observe une minute de silence. Sur le pont de Bezons, on le rappelle, c'est de là que sont partis notamment des milliers d'Algériens qui partaient manifester pacifiquement. Et donc au tout début de la manifestation, la police est intervenue donc, pour la réprimer, tuant des dizaines et des dizaines de personnes et certains donc ont été jetés dans la Seine. Moment de recueillement pour le président de la République. On parlait, Frédéric Delpech, de l'importance pour la mémoire, pour l'histoire de France, de la reconnaissance d'un tel événement. Il ne faut peut-être pas oublier aussi qu'on est en année électorale. Oui, alors,
Toujours, bien évidemment, on peut imaginer qu'il y a une volonté de s'adresser à un public de la part du président de la République, mais c'est quand même aussi un acte important, hein. Vous savez que beaucoup de présidents ont eu, à un moment ou à un autre, on rappelait régulièrement pour Jacques Chirac la commémoration de la rafle du Veldiv, par exemple, hein, avec ces mots assez forts qu'avait prononcé le chef de l'État, nouvellement élu d'ailleurs à l'époque. Et donc, chaque président a eu à cœur un geste mémoriel, en tout cas quelque chose qui le lie à l'histoire du pays. Et on a souvent reproché à Emmanuel Macron d'être un président un peu hors sol, hein, le président des start-up, le président de la mondialisation, enfin c'est ce que beaucoup de ses opposants ont souvent dit. Lui veut montrer aussi que voilà, c'est un président qui a conscience de l'histoire du pays, même une histoire douloureuse, hein, et que il accomplit des gestes qui sont liés à cette histoire. Donc effectivement, il y a peut-être en année électorale des arrière-pensées, mais c'est aussi quand même, ça fait partie de la fonction présidentielle. Regardez, donc Emmanuel Macron a déposé une gerbe de fleurs, et là ce sont les descendants des victimes qui, un à un, jettent des roses, des fleurs dans la Seine. Donc 17 octobre 1961, il y a eu un massacre dont on parlait il y a un instant, qui officiellement donc a fait 3 morts. Soit ce sont les chiffres officiels. Jean-Pierre Guénaud, le travail des historiens en révèle bien plus. On est sur quelle échelle ? Oui, on est sur une échelle qui varie suivant les historiens entre 100 et 200 personnes. C'est très difficile puisque les statistiques ont été gommées des archives, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Mais je le répète, il faut pour toutes ces opérations remonter bien en arrière, hein. C'est un peu comme la Grande Guerre. Si on se contente de tenir compte de l'assassinat d'un certain archiduc quelques semaines avant, c'est beaucoup trop court. Pour la guerre d'Algérie, pour tout ce qui concerne la guerre d'Algérie, il faut vraiment aller balayer un siècle plus tôt dans l'histoire, pendant la conquête, entre 1830 et 1850. Parce qu'il y a eu à l'époque un tel trauma qu'à une génération près, les gens n'ont pas oublié. Donc il faut toujours partir de là, je crois. Sinon, tout est faussé. Et là, il y a encore du travail à faire. On a l'impression qu'Emmanuel Macron travaille sur cette guerre d'Algérie depuis la campagne présidentielle de 2017, d'ailleurs, où il avait parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité. Il y a eu le pardon aux harkis, il y a eu la reconnaissance de l'assassinat du résistant Audouin. Comment expliquez-vous que finalement on n'a pas l'impression que ça marche, que les tensions entre l'Algérie et la France n'ont jamais été aussi exécrables? Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que l'irrémédiable a été commis. J'ai commis il y a quelques années un livre qui avait pour titre « Parole de torturé ». Il n'était ni contre le FLN, ni contre l'armée française, ni contre le gouvernement français de l'époque, mais contre la torture. Car la torture a été utilisée dans cette guerre, dans les deux camps, avec le même alibi infernal. Et ce qui est terrible, c'est que parmi les tortionnaires, les gens qui infligeaient la torture, dans les deux camps, il y avait d'anciens grands résistants qui avaient connu les baignoires de la Gestapo. Et là, on ne comprend plus rien. Donc voilà, c'est une question de barbarie. Les guerres les plus terribles sont les guerres civiles, car ce sont des guerres fratricides, ce sont des guerres entre frères. Et celle-là, malheureusement, on n'est pas prêt de l'oublier, parce qu'elle a fait beaucoup de victimes parmi les Français d'Algérie, parmi les Algériens, et puis parce que rien ne s'est apaisé. Le FLN qui a pris le pouvoir en Algérie, ce n'est pas le FLN du début, c'est le FLN des corrompus qui ont retourné leur veste au milieu du gué. Et aujourd'hui, l'Algérie a un potentiel foudroyant sur le plan économique. Elle est très riche en énergie, en réserves naturelles. Malheureusement, c'est un pays pauvre
parce qu'il est administré par des gens qui n'agissent pas dans l'intérêt de leur peuple et dans l'intérêt de la démocratie. Oui. Alors il faudra que le temps passe encore pour que les choses s'apaisent. Oui, le chemin est long, mais par exemple sur cette journée-là, vous avez dit cette présence d'un président de la République à cette commémoration, qui est encore une fois une première, hein, ça va faire sortir la France du déni. Est-ce que pour autant on pourra tourner la page ? Il faudra encore du temps. Il faudra encore du temps et il faudra balayer encore plus large, je vous l'ai dit. Il faudra un jour évoquer la conquête de l'Algérie. Hein, quand je vous ai dit Oradour-sur-Glane tous les 15 jours, ce n'est pas une invention. Le meneur, c'était le maréchal de Saint-Arnaud. Toutes ces lettres sont à la Bibliothèque nationale. Il écrivait tous les jours à ses fils restés en France. Et c'est lui qui a raconté ce qu'il faisait. Il tuait H24. Il a presque failli souffrir d'outburning à force de tuer. C'était quelque chose de monstrueux. Donc il y a encore du travail à faire, mais on est plutôt sur la bonne voie. Alors qu'on le voit, on en parlait, Frédéric Delpech, avec cette importance politique où le chef de l'État a tenu, hein, dès le début de ce mandat, à tenter d'œuvrer pour une réconciliation. Il a pris des actes forts, il a eu des mots extrêmement forts, le pardon aux harkis récemment, qui a été très critiqué notamment par la droite, et donc cette participation à la commémoration est encore une fois critiquée par une partie de la droite aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que tout ce qui peut avoir trait ou lié à une forme de repentance ou en tout cas de pardon, ça pose un certain nombre de difficultés, notamment pour la période, comme on vient de le dire, de la colonisation, de la décolonisation, de la guerre d'Algérie. Ce sont des sujets extrêmement sensibles. Beaucoup de politiques, d'ailleurs, ne s'y aventurent pas parce que les plaies sont encore vives, hein, pour beaucoup de Français. Il y a beaucoup de protagonistes de cette période qui sont toujours vivants. Et donc, Emmanuel Macron a tenté un peu sur la lignée de ce qu'il avait dit pendant la campagne présidentielle en 2017, hein, lorsqu'il avait effectivement parlé de crimes contre l'humanité. Il a tenté d'expliciter en quelque sorte sa position avec ces différentes cérémonies, prises de parole tout au long de son quinquennat. Mais ce n'est pas uniquement d'ailleurs sur le terrain de la colonisation et de la guerre d'Algérie, hein. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, il a fait aussi cette grande itinérance mémorielle pendant les commémorations de la Première Guerre mondiale. En 2018, pardon. Voilà, en 2018, avec la volonté d'en faire un événement extrêmement important de commémoration. Enfin, il est quand même, hier, il prononçait l'éloge funèbre d'Hubert Germain et c'était l'occasion, cette fois-ci, de revenir sur la libération et sur la Seconde Guerre mondiale. Il fera un discours assez attendu le 11 novembre pour annoncer comment il compte, en tant que président de la République, faire perdurer l'ordre de la libération, qui est, vous savez, il y avait 1038 compagnons de la libération, dont le dernier, Hubert Germain, est donc décédé. Et donc maintenant, il s'agit de poursuivre ce travail mémoriel. Qu'est-ce que va devenir l'ordre de la libération? Ça, il va faire des annonces le 11 novembre. Bref, c'est un chef de l'État qui veut aussi s'incarner dans une dimension historique, avec des annonces, laisser peut-être une trace aussi, d'une certaine façon. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron a envie de laisser une trace sur ces questions mémorielles, oui, d'une certaine façon. Oui. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, Jean-Pierre Guénaud, vous en tant qu'historien? Emmanuel Macron tente de laisser sa trace mémorielle? Je le pense, mais il y aura d'autres moments de vérité, je l'espère. Je pense à quelque chose de beaucoup plus récent. Il y a toujours des secrets d'État. Le Drakkar, hein, c'est au Liban. Il y a tout un tas de parachutistes français qui ont perdu la vie là-bas. Et la vérité, c'est que ce n'était pas, comme c'était le cas dans la tour américaine ce jour-là, l'œuvre de Daesh, mais c'était sans doute l'œuvre des services secrets libyens qui avaient miné l'immeuble et qui l'ont fait sauter au moment qui leur convenait. Et le ministre de l'époque, Charles Hernu, a dû mentir sur l'ordre du président François Mitterrand, car on tenait à garder de bonnes relations diplomatiques avec un certain nombre de pays à l'époque. Donc il reste encore des placards à nettoyer, des placards à vider, et il reste encore des secrets d'État qui sont des secrets de polichinelle, mais qui restent entiers. Marie Chantret, donc le président de la République Emmanuel Macron qui participe aux commémorations du 17 octobre 1961. On l'a vu avec un dépôt de gerbes et là le président qui s'entretient avec des familles de victimes.
Oui, en effet, un conseiller me le disait tout à l'heure, et ce sera peut-être les mots employés dans le texte que l'on attend dans les toutes prochaines minutes, parce qu'on le rappelle, il n'y aura pas de discours d'Emmanuel Macron ici sur les bords de Seine. C'est finalement regarder toute son histoire, toute l'histoire de France avec lucidité. Le chef de l'État, en effet, dans cette volonté aussi de transmettre, de ne pas oublier, est aux côtés de familles de victimes qui sont les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants, qui ont chacun à leur tour lancé dans la Seine une rose blanche pour commémorer, pour rendre hommage, pour ne pas oublier. C'est la première fois qu'un chef de l'État se rend en personne commémorer cette date funeste. François Hollande avait fait un premier pas, on s'en souvient peu, mais c'était en 2012, où il avait reconnu une sanglante répression. Là, le texte qui devrait encore une fois être publié dans les toutes prochaines minutes va vraisemblablement aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance des responsabilités, et notamment celle de la préfecture de police de Paris, présidée à l'époque par Maurice Papon. Et les mots sont très attendus et vraisemblablement vont être forts de la part du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui va sans doute dans les toutes prochaines minutes repartir après en effet cette entretenue avec ces familles de victimes. Un travail de plus finalement dans ce travail mémoriel autour de la guerre d'Algérie et ce rapport Stora qui avait mis en exergue 3 dates, notamment celle des harkis avec cette demande de pardon, c'était le 20 septembre dernier, et puis une date très attendue, ce sera le 18 mars prochain pour commémorer les 60 ans des accords d'Évian. On sera à seulement quelques jours du premier tour de la présidentielle et cela prendra aussi un sens très fort et très différent également. Merci beaucoup Marie. Jean-Pierre Guénaud, pardon d'insister, mais le 17 octobre 1961, c'était il y a tout juste 60 ans. Vous nous l'avez déjà expliqué, mais ça reste difficile à entendre. Pourquoi ça reste aussi sensible alors que beaucoup de Français n'étaient pas nés à ce moment-là? Eh bien, parce que d'abord, on s'est tu pendant 30 ans. 30 ans, vous vous rendez compte? Et ça n'est grâce à quelques livres, dont celui d'Ernaud dit que la vérité, petit à petit, s'est mise à percer. Je crois que c'est un sujet hypersensible. C'est ça, c'est toujours ça. Il est gangréné. Ce sont des plaies qui, de toute façon, ne se refermeront pas. Hein, voilà. D'autant plus qu'il y a encore quand même... Dans les deux camps, pas mal de survivants. Hein. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il y a les pieds noirs. Il y a les gens qui là-bas étaient sous domination et qui ont subi quand même certains aspects de la colonisation française. Parce que quand on dit qu'on apportait beaucoup de choses, des voies de chemin de fer, des institutions, des hôpitaux, des écoles, on oubliait que tout était scientifiquement fait pour vampiriser nos colonies, et surtout celles qui avaient été transformées en départements français. Donc voilà, il faut le temps, c'est tout. Simplement, par rapport à tout ça, il faut toujours remettre les choses dans le contexte de l'époque et se garder de faire des raccourcis avec la période contemporaine. C'est-à-dire le contexte de l'époque. On était à la fin de la guerre d'Algérie touchait à sa fin en 1961. Quand vous vous rappelez l'importance du contexte, c'est-à-dire? Eh bien, le contexte, c'est que des promesses avaient été faites à l'Algérie, aux Algériens, aux colonies. De Gaulle a eu le génie de rallier les colonies pendant la guerre, contrairement à Pétain qui les méprisait. Une promesse a été faite à toutes les colonies. On leur a dit, vous nous aidez à nous libérer du joug nazi et du joug du gouvernement de Vichy, et l'émancipation viendra, votre tour viendra. Simplement, De Gaulle n'a pas été en état de tenir ses promesses parce qu'il a perdu le pouvoir en 1945. Ensuite, il a eu sa longue traversée du désert. Il n'est revenu en pouvoir qu'en 1958. C'était déjà trop tard pour ce qui est de la guerre d'Algérie. Les choses étaient déjà enclenchées depuis 1954. La bataille d'Alger avait eu lieu. La torture s'était déchaînée. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut rappeler. La rébellion de beaucoup de Français d'Algérie et de beaucoup d'Algériens était, à la libération, tout à fait légitime. Des promesses avaient été faites, elles n'ont pas été tenues, et elles ont même été noyées dans une répression très vive en 1945. Donc voilà, il faut détailler tout ça. Si on résume la guerre d'Algérie à 54-62, c'est une caricature totale. Il faut fouiller ce qui s'est passé sous l'occupation, pendant la guerre, les promesses qui avaient été faites, et il faut, comme je le disais tout à l'heure, remonter jusqu'aux modalités de la colonisation entre 1830 et 1850. Oui. Alors, souvent, on commence à avoir une idée de la réalité de l'histoire et de la raison pour laquelle on est arrivé à ce point de gangrène épouvantable, ce cumul
d'une colonisation monstrueuse, de promesses non tenues qui avaient été faites entre 40 et 44, et puis ensuite. Et quand, en tant qu'historien, beaucoup d'historiens ont témoigné juste avant la commémoration de cette journée, ils parlaient de la difficulté de travailler, et sur les victimes qui ne voulaient pas forcément témoigner, ceux qui étaient revenus forcément de cette manifestation, des enfants qui parlaient de leurs parents, qui refusaient de parler, où il y avait un contexte, où ils avaient peur de parler, effectivement, et puis ils disaient la France était aussi celle qui m'a accueilli, qui m'a donné du travail, qui a élevé mes enfants. Il y a ça aussi, c'est des personnes qui ne voulaient pas toujours parler. Il y a ça aussi, puis il faut rappeler qu'il y a à l'époque, je le rappelais tout à l'heure, une double terreur. Le FLN essaye d'intimider les ressortissants algériens qui sont en France. Quant à Papon, eh ben je n'en parle pas, c'est pareil. Il faut rappeler que parmi les gens raflés, il y en a énormément qui ont été renvoyés dans leur pénate. Et quand les gens étaient renvoyés dans leur pénate, ça pouvait être très dangereux pour certains d'entre eux. Bref, tout ça n'était pas simple. Donc il faut vraiment rappeler le fait que tous ces gens-là, les harkis, les ressortissants algériens en France, sont tous un petit peu des victimes et étaient coincés à l'époque entre le marteau du FLN et l'enclume Papon. Merci. Et puis l'enclume du gouvernement et de Debré, qui n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que son président de la République. Oui, effectivement, vous l'aviez rappelé. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guénaud, d'avoir été avec nous cet après-midi donc pour parler de cette commémoration. On le rappelle, Emmanuel Macron est le premier président français à commémorer cette répression du 17 octobre 1961. Restez avec nous, le club Info continue. On va parler politique dans un instant. Jamais le suspense pour l'accession au deuxième tour n'avait été aussi grand. C'est le premier enseignement de notre enquête référence, un sondage qui place Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand au coude à coude. Ils se tiennent en 3 points, analyse à suivre. Et puis Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Il dit il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme. On va faire le point avant la diffusion ce soir de notre document inédit consacré à cette affaire. A tout de suite. Redémarrer, redécouvrir, Renault. En octobre, c'est toujours le renouveau Renault. Venez découvrir la nouvelle gamme Renault à partir de 89 € par mois. Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. Découvrez les 9 nouvelles pièces de 10 € argent de la collection Harry Potter. Une édition limitée, disponible sur monnaiedeparis.fr et à la poste. Prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi. Confiez la pose de vos fenêtres à Leroy Merlin et ses artisans partenaires. Parce que tout le monde aime changer, j'ai créé la collection Magic. Changer le Magic Clip, c'est changer de lunettes. Et si vous choisissez une Magic en première paire, je vous offre une deuxième Magic pour 1 € de plus. Et ça, c'est Magic. Pour moi, c'est la Flelou qui est Magic. Magic, votre deuxième Magic pour 1 € de plus. Dispositif médical. Chef d'entreprise, pour agir, vous avez besoin d'outils de gestion digitalement intelligents connectés à votre intuition et à votre pragmatisme. Vous exigez le sur-mesure, vous demandez l'impensable. Divalto relève le défi. Découvrez nos solutions qui défient le temps et l'espace. Divalto, logiciel de gestion CRM et ERP, performant, fascinant, visionnaire. Decide whether to climb a hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Nous sommes Monabank, mais nous aurions pu nous appeler Pierre Bank ou Chloé Bank, car mettre les gens avant l'argent, c'est ça qui fait notre nom.
Monabank, les gens avant l'argent. Ce qui est rassurant quand on gagne autant, c'est qu'il nous accompagne. On peut gagner sans perdre la tête, gagner en restant sage, perdre sans se prendre la tête, gagner quand t'auras l'âge. On peut gagner à l'occasion, sans obsession, gagner pour le plaisir, gagner à Pierre. FDJ, c'est aussi accompagner les joueurs pour que jouer reste un plaisir. FDJ, et voir la France gagner. À la ménopause, ma peau en demande plus. Nouveau soin ménopause Néovadiol, enrichi en proxylane, niacinamide et oméga pour réactiver les mécanismes de la peau. Améliore la densité, réduit le relâchement. Évalué cliniquement par des dermatologues. Néovadiol, l'expert soin de la peau à la ménopause des laboratoires Vichy. La santé passe aussi par la peau. Avec Total Energy, c'est simple de maîtriser sa consommation. C'est pas... Soyez alertés et suivez votre consommation d'énergie en temps réel avec la clé ConsoLive. Souscrivez au 3099 ou sur totalenergy.fr. Au lieu de divorcer, changer de meuble, ça change la vie et ça coûte beaucoup moins cher. Rejoignez-nous sur changerdemeuble.fr. Le saviez-vous? Votre chute de cheveux peut être provoquée entre autres par le stress, la fatigue, la suite d'un accouchement ou encore les changements de saison. Cette chute de cheveux est appelée réactionnelle. Pour y répondre, Luxéol a spécialement conçu la formule chute de cheveux réactionnelle à base de plantes, vitamines et minéraux. Existe en gélules, à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Julia, t'as une alarme chez toi? Oui, on a pris Vérissure. Ah ouais. Et alors c'est comment? C'est super rassurant. On peut même jeter un œil à distance avec l'application. Ah ouais, c'est super ça. Tu devrais vraiment aller sur leur site. Mais oui, t'as raison. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. C'est sûr, c'est Vérissure. Frais d'installation offerts. Vous connaissez son nom, Gustave Eiffel. son héritage. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Sa place dans le monde. Mais connaissez-vous son histoire? Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Romain Duris, Emma Mackey. Découvrez comment un amour interdit a changé l'horizon de Paris à tout jamais. Actuellement au cinéma. Signa présente les nouvelles générations d'aides auditives. Des produits à la pointe de la technologie, innovants, invisibles, connectés, rechargeables sans fil et adaptés à vos besoins. Depuis 140 ans, nous développons la technologie du futur pour votre audition. Et nous en sommes fiers, car nous améliorons la qualité de vie des personnes qui nous entourent. Voilà ce qui fait notre différence. L'audition, c'est Signa. Testez gratuitement votre audition sur signa.net. Dispositif médical. 102 comparatifs entre véhicules thermiques et électriques. 25 minutes à étudier leur design. Et un train manqué. 110 503 discussions sur les dernières technologies. Quand tout à coup... une étincelle. Le design irrésistible de la Peugeot 208 est disponible en version thermique et électrique à partir de 129 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. 16h25 sur LCI, la suite du Club Info et l'analyse politique à suivre avec nos invités juste après les essentiels LCI. Conflans, Sainte-Honorine se souvient, la France se souvient, marche depuis son collège, cérémonie dans sa ville, rencontre à l'Elysée. Les hommages à Samuel Paty continuent. Le professeur d'histoire assassiné il y a tout juste un an, Jean Castex, a salué un serviteur de la République victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine. Emmanuel Macron commémore la journée du 17 octobre 1961, jour où des centaines d'Algériens venus manifester pacifiquement avaient été tués par la police. C'est une première pour un président de la République, le chef de l'État qui vient par voie de communiqué d'estimer que ces crimes sont inexcusables pour la République. Manifestation tendue devant le CHU de Fort-de-France. Des personnels soignants opposés au pass sanitaire continuent de se faire entendre. Cette fois, le ton est monté avec les forces de l'ordre, échauffourées et plusieurs blessés du côté des gendarmes et des policiers.
Il y a un nouveau millionnaire en France, 220 millions d'euros, la plus grosse cagnotte jamais gagnée en Europe. L'euro gagnant de l'euro-million a validé son ticket dans l'Hexagone. Un rendez-vous à ne pas manquer sur notre antenne, Robert Ménard, juste après sa rencontre avec Éric Zemmour et l'invité de Darius Rochebin. Une interview à suivre à partir de 20h30. À 6 mois d'un scrutin présidentiel, jamais un deuxième tour n'avait été aussi incertain. Notre dernier sondage le prouve encore une fois. Sondage IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro réalisé auprès d'un très large échantillon. Frédéric Dabi, donc pour l'analyse de ce sondage pour LCI. Ce qui me frappe, c'est une incertitude jamais vue à 5 mois et 25 jours d'une élection faite présidentielle sur la deuxième place. Puisque, dans l'hypothèse Xavier Bertrand, 17, 16, 15, c'est absolument du jamais vu. Du jamais vu. Ce sondage nous enseigne plusieurs choses. On va analyser les paramètres les uns après les autres avec Marion Pariset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du think tank Le Millénaire et Frédéric Delpech qui est avec nous cet après-midi. D'abord, peut-être un mot sur Emmanuel Macron. Les enquêtes se suivent et se ressemblent pour le chef de l'État qui est systématiquement qualifié pour le deuxième tour. Là, sur notre enquête, crédité de 25 à 27% des voix en fonction des rivaux, des intentions de vote, pardon. Est-ce que c'est une constance ? C'est pas acquis pour autant. C'est pas acquis pour autant, mais c'est vrai que on est encore à plusieurs mois de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a perdu une partie de ses sympathisants qui ont pu être déçus par les actions menées au cours de la mandature, mais il se stabilise à un socle qui est son socle dur parce qu'aujourd'hui, pour le moment, il est encore le seul candidat quasiment officiel, même candidat, si on n'est pas, il est encore pas impossible qu'il se retire. Il est encore le seul candidat à vraiment incarner le centre de manière significative. Et aujourd'hui, il remplit un vide. Il remplit un vide que peut-être qu'il pourrait se voir contester si jamais ces mesures et notamment les conséquences économiques de la crise du Covid se font sentir début 2022, pourraient venir un peu entamer avec un candidat de la droite. À gauche, rien n'est très certain, mais c'est vrai qu'à partir de... pour le moment, c'est encore très, très difficile pour les candidats. À 6 mois de l'élection présidentielle, on ne peut pas, même si ce socle semble assez solide pour le président de la République, rien n'est joué d'avance. Oui, alors vous dites qu'il remplit un vide, je dirais plutôt qu'il a su créer un vide autour de lui, plutôt, et qu'il a fédéré en quelque sorte un centre droit-gauche qui n'existait pas jusqu'à présent en France. Et donc on a le même scénario qu'en 2017 qui semble se reproduire avec ce socle, effectivement, pour Emmanuel Macron, qui est même d'ailleurs un peu supérieur à celui de 2017. Donc ça veut dire que non seulement il résiste très bien, mais qu'il consolide en plus ses positions. Et donc là, le chef de l'État paraît en position centrale dans cette élection présidentielle. C'est lui qui sera effectivement au centre du jeu de par sa quasi-qualification pour l'instant assurée pour le deuxième tour. Et donc, il arrive en position de force pour l'élection présidentielle. Alors, les choses peuvent effectivement bouger assez rapidement. On a vu ce qui s'est passé pour Marine Le Pen, qui elle aussi était qualifiée d'office pour le deuxième tour, qui s'est effritée en quelques semaines à peine. Donc, tout est possible dans une élection, mais on peut dire quand même que pour Emmanuel Macron, ça s'annonce plutôt bien pour l'instant. Alors ensuite, il y a une incertitude inédite pour l'accession au deuxième tour. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Xavier Bertrand se tiennent en 3 points. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire sur le vote d'aujourd'hui ? Il y a quand même une victoire des idées de la droite ? On est dans un contexte qui est extrêmement dur et qui fait ressortir en effet les problématiques qui ont été de longue date portées par la droite, que ce soit sur le plan économique, sur les questions d'identité culturelle, les menaces et la place de la France dans le monde. On a aujourd'hui toutes ces variables-là qui rentrent plus tôt et qui tendent vers un vote de droite. Et ce n'est pas uniquement un phénomène français. On voit que globalement, les sociétés occidentales tendent vers cette direction actuellement. Alors aujourd'hui particulièrement, là sur cet équilibre-là, on est aussi sur une différence de répartition avec des publics, des électorats qui sont quand même très distincts. Et on va sans doute en discuter plus profondément, mais la question de Éric Zemmour et Marine Le Pen ne parle pas à
aux mêmes personnes. Éric Zemmour a plutôt un public au départ plutôt CSP+, plutôt éduqué, urbain. Marine Le Pen, le socle qui lui résiste encore et qui résiste à Éric Zemmour, c'est bien un socle très populaire au contraire. Et là, ça va se poser la question de savoir effectivement est-ce que Éric Zemmour plafonne, est-ce qu'il arrive à dépasser On va revenir dans un deuxième temps, effectivement. Sur cette incertitude, juste, est-ce que ça veut dire aussi que Xavier Bertrand, de toute façon, est le mieux placé à droite? Est-ce que ça se confirme d'enquête en enquête? Ça se confirme et ça semble même se creuser, si on en croit en tout cas cette dernière enquête. On le rappelle, sur un très large échantillon, plus de 4000 personnes interrogées. 4500 personnes, effectivement. Donc 15 pour Xavier Bertrand et 10, quand même 5 points derrière pour Valérie Pécresse et 8 pour Michel Barnier, ce qui est quand même assez bas pour celui qu'on dit étant peut-être le préféré des militants LR aujourd'hui. Donc oui, il y a une sorte de phénomène vote utile qui risque de jouer à plein pour Xavier Bertrand lors du Congrès. Les militants, certes, ils ont peut-être des candidats de cœur, mais ils ont aussi envie de gagner en 2022. Et donc, c'est très favorable pour Xavier Bertrand, en tout cas, si ça se poursuit comme ça en vue du Congrès. Et on continue donc l'analyse politique avec Frédéric Delpech. Mais il est 16h32. Un mot aussi du reste de l'actualité, vous le savez, avec les hommages à Samuel